Lorsque des personnes disparaissent, elles laissent derrière elles une panique inévitable, de la peur, de la confusion et une myriade de scénarios cauchemardesques avec lesquels leurs proches sont forcés de lutter. Et souvent, chaque fois que de nouveaux indices apparaissent dans de tels cas, qu'il s'agisse d'un dernier message texte ou d'un véhicule abandonné, ils soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses, ajoutant encore plus de mystère à l'affaire. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui, alors que nous examinons 3 affaires troublantes d'assassins de personnes disparues qui ont laissé des messages vocaux. David Kallenberger, âgé de 47 ans, a été vu pour la dernière fois le 15 mars 2016. Au moment de sa disparition, il vivait dans le pâté de maison 1009 de North 15e Street, à Lafayette, dans l'Indiana, mais il est parti ce matin-là rendre visite à sa sœur, Kimberly Hansen, qui vivait en Floride. David était un passionné de moto et gardait généralement sa Harley Davidson en parfait état. Mais le véhicule est tombé en panne alors qu'il était en route pour voir sa sœur. Il a été vu vivant pour la dernière fois par un policier d'État sur l'Interstate 65 près du marqueur de 86 miles dans le comté de Johnson dans l'Indiana vers 15h20 cet après-midi-là. Selon le Charlie Project, le policier a demandé à David s'il avait besoin d'aide, mais il a répondu que tout allait bien car il avait déjà appelé à l'aide et que quelqu'un était en route. Il avait prévenu sa sœur que la moto était en panne et lui avait demandé d'appeler un ami pour venir le chercher. Informé, le policier d'État a poursuivi sa route. Cependant, lorsqu'il est repassé sur les lieux 8 heures plus tard, il a découvert que la moto de David était toujours là, mais il n'y avait aucune trace de son conducteur. Le véhicule a alors été remorqué. La chaîne Wish Television Channel 8 a notamment rapporté que d'autres témoins avaient vu les derniers instants de David avant sa disparition. Un homme nommé Dean Sloan s'est manifesté en août, affirmant avoir vu le homme de 47 ans pousser son vélo dans son quartier et qu'il était trempé de sueur. David a demandé à un voisin de Dean d'emprunter son téléphone et a oublié son casque dans une maison voisine. Dean se souvient, il voulait appeler quelqu'un, il n'a pas dit que quelqu'un venait, il a ajouté qu'il transpirait et avait un comportement étrange. David n'a jamais été revu. L'un des aspects les plus curieux de l'affaire de David, cependant, est le message vocal qu'il a laissé à sa sœur quelque temps après qu'elle lui ait parlé. Le message vocal n'est arrivé sur son téléphone qu'à la fin du mois de mars à cause de problèmes qu'elle avait avec l'appareil. Dans le message, il a mentionné quelque chose à propos d'avoir une arme et de se suicider. Et il semblait bouleversé vers la fin de l'appel, disant « Je ne sais pas quoi faire, laisser mon vélo ici ou quoi ?» Oh mec, un camion fait marche arrière. Oh mon Dieu, Kim, je vais t'appeler. Salut. Il n'y a eu aucun autre message après ce moment-là. Kimberly ne croit pas que son frère aurait laissé son vélo sans surveillance car il était cher et faisait partie de ses biens les plus précieux. Elle a aussi jugé l'appel difficile à comprendre mais a précisé qu'elle ne pensait pas qu'il avait une arme à feu en disparaissant, même s'il possédait un pistolet à billes ressemblant à une vraie arme. Dans les mois qui ont suivi sa disparition, les enquêteurs ont suivi plus de 150 pistes et interrogé plus de 30 personnes. Un dépanneur a dit aux journalistes avoir vu une femme venir chercher David dans une Pontiac Bordeaux la nuit où il a disparu. La voiture qu'il a décrite correspondait à celle de l'épouse de l'homme de 47 ans Valérie, ce qui a éveillé les soupçons de sa sœur, qui a fait remarquer « Il y a tellement de choses qui laissent penser que c'est ma belle-sœur ». Les enquêteurs ont ajouté qu'il y avait des soupçons au sein du service de police selon lesquels Valérie en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. Leurs doutes étaient renforcés par le fait qu'il a fallu 13 jours avant que David ne soit signalé disparu, mais cela pourrait s'expliquer par un manque de communication. Kimberly n'a pas signalé sa disparition parce qu'elle pensait qu'il devait rentrer chez lui à vélo. Valérie ne l'a peut-être pas signalé car elle pensait qu'il était en Floride. Les journalistes ont contacté Valérie mais ont reçu un message vocal indiquant « Cette personne n'accepte plus les appels téléphoniques ». Les comptes bancaires de David n'ont pas été utilisés depuis sa disparition et son téléphone non plus. Les enquêteurs précisent donc que cela n'implique pas forcément un acte criminel, mais ignorent ce qui lui est arrivé. La fouille de la zone où il a été vu en dernier n'a révélé aucun signe de lui.
Ce qui inquiète encore plus sa famille, c'est que, selon un ami, le jour où il a quitté Lafayette, il semblait mal en point et avait même présenté des symptômes de crise cardiaque. L'un de ses amis a dit à Kimberly qu'il avait déclaré qu'il devait partir d'ici avant qu'il n'arrive quelque chose de grave. David Kallenberger, 47 ans, a été vu pour la dernière fois le 15 mars 2016 sur l'Interstate 65 dans le comté de Johnson, Indiana. Il mesure 1,75 m de type caucasien, cheveux bruns rasés lors de sa disparition, yeux bleus. Lors de sa disparition, il pesait environ 90 kg et portait une chemise, un jean et une veste Harley-Davidson. Sa moto, une Harley-Davidson base bleue sarcelle et blanche, a été retrouvée. David a de nombreux tatouages, des dragons sur ses avant-bras, une rose sur le haut du bras gauche, un crâne avec un visage de démon, des flammes rouges et jaunes à l'arrière et sur le côté du cou, ainsi que le nom de sa femme, Valérie, en lettres gothiques sur un côté de la poitrine. Il a aussi des piercings à l'arcade et à l'oreille gauche, ainsi que des cicatrices sur le côté gauche de son corps, causées par d'anciens accidents de moto. Si David est toujours en vie, il aura 57 ans. Toute personne ayant des informations sur sa disparition peut appeler la police d'État, poste de Lafayette, au CEPT 165 567 2125. Marcus Rutledge, 23 ans, a été vu pour la dernière fois à son appartement le 8 juin 1998. À l'époque, il vivait dans le pâté de maison 2700 de Parkdale Drive à Nashville, Tennessee, et il a été entendu pour la dernière fois par son ex-petite amie à 13h30 ce jour-là, lorsqu'il lui a laissé un message vocal lui demandant de le rappeler. Peu de détails sont donnés sur l'appel, notamment s'il semblait en détresse. Mais ce message a incité son ex-petite amie à tenter de le recontacter rapidement. Il n'a jamais répondu à l'appel ni au message qu'elle lui a envoyé. Ses proches ont déclaré que quelques jours avant, rien ne semblait anormal lors de leur dernière rencontre. Plusieurs jours après que Marcus ait donné de ses nouvelles pour la dernière fois, sa famille a décidé de se rendre à son appartement, inquiète de l'absence de communication. Aucun signe d'effraction ni affaire manquante. L'appartement était vide, à l'exception du chien de Marcus, qui avait été enfermé dans la salle de bain sans nourriture ni eau, ce qui était très inhabituel car Marcus adorait son chien. Il avait eu tellement faim au fil des jours qu'il avait commencé à manger une partie du tapis de bain. Pendant des semaines, il n'y eut aucun signe du jeune homme de 23 ans disparu et sa famille craignait le pire. Ce n'est que le 1er juillet qu'une première avancée dans l'affaire eut lieu lorsque sa Plymouth Néon Rouge de 1995 fut retrouvée abandonnée sur le parking des Riverwood Apartments situé sur Cabot Drive à Nashville, à 34 km de son domicile. L'espoir d'une avancée fut cependant de courte durée car il n'y avait aucune trace de Marcus dans ou autour du véhicule. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucun indice de jeu déloyal, rien du tout. Même après avoir été examiné pour des preuves, rien de notable n'a été découvert, à l'exception d'un pistolet qui appartenait peut-être à Marcus. Son ex-petite amie a dit à la police qu'il gardait peut-être l'arme pour se protéger, car il avait eu plusieurs accrochages et altercations avec des individus non identifiés. Sa famille a d'abord été déconcertée par cette idée, mais après la disparition de Marcus, ils ont commencé à découvrir des aspects de sa vie qu'il leur cachait. Le jeune homme de 23 ans semblait intelligent, sûr de lui et apprécié de tous. Il étudiait la biologie à l'Université d'État du Tennessee et selon ses proches, il était en dernière année. Mais les enquêteurs ont vite découvert qu'il n'était plus inscrit à l'université. Ils ont émis l'hypothèse qu'il avait abandonné ses études pour devenir un petit dealer vendant de la marijuana sur le campus de l'université. De plus, ils ont appris que Marcus avait eu un enfant plusieurs années auparavant qui avait 2 ans lorsqu'il a disparu. Le matin de sa disparition, il avait emmené le petit à la garderie. Sa famille a depuis suggéré qu'il avait caché l'enfant parce qu'il pensait qu'il serait déçu de lui. Plus étrange encore, 8 mois après la disparition de Marcus, son ex-colocataire Hathan Gibbs a été assassiné chez lui. Ils avaient survécu ensemble jusqu'à quelques mois avant la disparition de Marcus. Il a dit à sa famille qu'il partait vivre seul parce que Hathan n'était pas un bon colocataire. Il ne nettoyait jamais et ne payait pas sa part du loyer à temps. Bien qu'un suspect ait été identifié dans le meurtre, l'affaire a été classée et elle reste non résolue à ce jour. Il n'est pas clair si les deux affaires se sont liées, mais la police a noté que, comme Marcus, Hathan vendait de la marijuana. Pour ajouter aux indices étranges,
Après la disparition de Marcus, sa famille recevait environ 1 à 2 fois par mois des appels anonymes. Ils espéraient donc que c'était leurs proches qui leur faisaient savoir à sa manière qu'il était en sécurité. Les appels ont cessé en 2015, peu après la mort de sa mère, et ils n'ont apparemment jamais été retrouvés. En décembre 2010, un homme qui chassait dans une zone boisée à environ 30 mètres de la route Pekin Valley, près de la Highway 12, à Nashville, est tombé sur un crâne humain. La police de Nashville a indiqué que, bien qu'ils aient fouillé la zone où le crâne a été découvert, aucun autre reste humain n'a été retrouvé. L'identité du crâne est demeurée inconnue plus de 10 ans et il fut appelé John Doe de la vallée de Pekin. Entre-temps, les enquêteurs ont déclaré que la cause de sa mort restait inconnue. De l'acide désoxyribonucléique a été extrait, mais aucune correspondance n'a été trouvée dans le Combined DNA Index System. En 2023, cependant, l'acide désoxyribonucléique a été envoyé à Ofram Incorporated pour des tests de généalogie. Plus tôt cette année, le crâne a été formellement identifié comme étant celui de Marcus. Son père a déclaré que bien qu'il soit reconnaissant d'avoir obtenu certaines réponses dans cette affaire, de nombreuses questions subsistent, car les enquêteurs ne sont pas plus près de mettre un nom et un visage sur son meurtrier. Si vous avez des informations sur la disparition de Marcus, contactez l'unité des affaires néolulaires non résolues du département de police de Métro Nashville au 61586273229. Michael McLean. Michael McLean n'avait que 29 ans lorsqu'il a soudainement disparu à Nashua, dans le New Hampshire, en 2019. Lors de sa disparition, il vivait à Manchester, New Hampshire, avec un colocataire. Il avait obtenu son diplôme de l'université Mount Washington en 2012 avec une licence en justice pénale et travaillait maintenant avec des enfants autistes dans une organisation à but non lucratif appelée EAST. EAST Seals. D'après tout le monde, Michael était une personne appréciée et respectée. Le 20 avril 2019, il est sorti avec ses amis au Tropical Lounge, une boîte de nuit située sur West Hollis Street à Nashua. Tard dans la nuit, cependant, une altercation a éclaté entre 2 femmes sur le parking du club dont l'une était connue de Michael. Alors qu'il tentait de désamorcer la situation et de séparer les 2 femmes, celles-ci l'ont repoussé et ont continué à se disputer. Quelqu'un a dû appeler la police cependant car des agents sont arrivés sur les lieux vers 1h45 du matin et la foule qui assistait à la bagarre s'est rapidement dispersée. Cependant, les amis de Michael ont remarqué qu'il n'était plus là. Ils auraient attendu devant le club pendant 45 minutes avant de décider de rentrer à Manchester, pensant que le jeune homme de 29 ans était déjà parti ou avait peut-être rencontré quelqu'un. Étrangement, juste avant 2h du matin, le patron de Michael a reçu un appel de sa part dans lequel il a dit « Ils sont après moi, il y en a plus d'un ». Bien qu'elle ait essayé de le rappeler, il n'a pas répondu. Peu après, il aurait désespérément envoyé des messages à un voisin écrivant « À l'aide, lol, notre, qu'est-ce qui est resté à l'écart ?» Et Eldridge, mon pote, les images de vidéosurveillance montreraient Michael encore vivant vers 2h30 du matin dans un McDonald's sur East Hollis Street. Il a de nouveau été aperçu sur une caméra de surveillance peu de temps après, se promenant autour de Riverfront Landing, un complexe d'appartements sur Bancroft Street, et à 3h33, il a été vu, une fois de plus quittant un parking à l'arrière du complexe près de la rivière Merrimack. On ne sait pas ce qui lui est arrivé après ce moment-là. Il ne s'est jamais présenté au travail le lendemain et n'a plus jamais été vu ni entendu depuis. Sa voiture a été retrouvée abandonnée chez son ami, rue Orange à Nashua. Depuis, son téléphone, ses réseaux sociaux et ses comptes bancaires sont inactifs. Sa dernière connexion mobile a eu lieu près du McDonald's visité vers 2h du matin. Michael n'ayant pas contacté ses proches à Pâques, ils ont signalé sa disparition. En apprenant l'existence des messages envoyés à son voisin, les enquêteurs ont supposé que le jeune homme de 29 ans avait peut-être utilisé la synthèse vocale et que le mot Eldridge pouvait faire référence à la rue Eldridge près de la boîte de nuit. Bien qu'ils aient récupéré les images de vidéosurveillance qui leur ont permis de retracer certains de ses déplacements, il y avait peu d'autres preuves dans l'affaire. On ne savait même pas s'il avait croisé quelque chose de sinistre ou juste été victime d'un accident tragique. Il y a eu très peu de pistes dans l'affaire ces dernières années. Les théories sur ce qui a pu arriver à Michael vont du fait qu'il aurait été pris pour cible à cause de sa tentative de mettre fin à la bagarre au club, à l'hypothèse selon laquelle il serait simplement tombé dans la rivière Merrimack en étant ivre.
Il a été rapporté que la nuit de sa disparition, un événement aurait eu lieu près de Hudson sur la rivière Merrimack, des témoins ayant entendu des appels à l'aide depuis Nashua. Cependant, il reste incertain à quoi cela était lié. Malgré les recherches des autorités sur les berges, l'utilisation de plongeurs, de sonars et de bateaux, aucune trace de Michael n'a été retrouvée. En 2019, sa famille espérait toujours son retour. Sa mère, Paula, a déclaré à National Broadcasting Company News « Je prie pour que j'ouvre les yeux demain et qu'il soit de retour. Je garde espoir qu'il soit vivant et qu'il reviendra à la maison. » Elle a précisé qu'elle et son fils étaient très proches et parlaient tous les 2 jours. « Il était le rayon de soleil de ma vie et maintenant mes journées sont simplement grises. » Ses parents, toujours dans le Connecticut où Michael est né, vont souvent au New Hampshire chercher des indices. Son père, Edward, a dit « C'est notre seconde maison. Nous cherchons partout, dans les bois, les ruelles, l'eau. Nous voulons juste savoir où est-il notre fils. Les miracles existent. Il nous en faut un. » Michael McLean, âgé de 29 ans, a été vu pour la dernière fois quittant un parking à l'arrière du complexe d'appartements Riverfront Landing sur Bancroft Street, près de la rivière Merrimack à Nashua, dans le New Hampshire, aux premières heures du 21 avril 2019. Il est décrit comme un homme noir aux cheveux noirs et yeux marrons. Il mesure 1,78 m et a plusieurs tatouages sur les bras, les mains et la poitrine. Certains de ces tatouages incluent le nom Justice, un serpent, une croix et la lettre M. Il porte parfois des lentilles de contact vertes. Au moment de sa disparition, il pesait environ 86 kg et portait un t-shirt noir avec un logo blanc, un jean et des baskets rouges et blanches. Il portait également 1 ou 2 chaînes en or ainsi qu'un bracelet et une montre. Si Michael est toujours en vie, il aura 35 ans. Si vous avez des informations concernant sa disparition, vous pouvez appeler le département de police de Nashua au 60-3594 et 3500. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité. Et je vous dis à la prochaine.